20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Dans l'actualité, ce 27 mai, le procès des étudiants impliqués dans les violentes manifestations qui ont secoué l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un procès sous haute surveillance qui se tient au moment où l'université renoue à nouveau avec la tension, avec des étudiants qui ont exprimé leur colère ce mardi suite à l'interdiction de les laisser marcher pour soutenir leurs camarades arrêtés. Il est urgent d'identifier les causes de ces sursauts de violence à l'université. Les mots sont du professeur Amsatou Sow Sidibé, membre du cadre de recherche et d'action, qui s'est penché ce mardi sur la réflexion d'un thème qui fait également l'actualité, la démocratie sénégalaise à l'épreuve de la violence politique. Élection du secrétaire général du Parti socialiste, maître Aïssata Tall Sall, candidate au poste de secrétaire général, dénonce des manquements dans le processus de vote, avec le respect du secret de vote violé dans certaines coordinations, selon la mairesse de Podor. Et non, après la pluie, ce n'est pas le beau temps et dans plusieurs quartiers de la capitale, c'est même le cauchemar. L'hivernage et son lot de désagréments, c'est notre focus du jour. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Le procès des étudiants arrêtés la semaine dernière pendant les violentes manifestations qui ont secoué le campus universitaire se tient au moment où nous vous parlons. En direct du Palais de la Justice pour nous faire le point, Hadia Talla. Hadia, bonsoir. Alors ces étudiants ont-ils été fixés sur leur sort ou est-il encore trop tôt pour connaître le verdict? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour connaître le verdict, mais les plaidoiries se poursuivent. C'est au tour des avocats de la défense, près d'une dizaine de défenseurs. Passés à la barre, ils ont tous demandé la relaxe pure et simple des 22 étudiants attraits à la barre. Les faits qui leur sont reprochés sont le rassemblement sans autorisation, la destruction des biens publics et outrage à agents de sécurité publique dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le pool d'avocats de la défense, il n'y a aucune infraction et la constance des faits reste injustifiée. Aucun des étudiants n'a été pris la main dans le sac. Au contraire, selon Maître Souleymane Denegay, ces 22 étudiants sont plutôt partie civile pour avoir été blessés. 2 d'entre eux sont arrivés au tribunal avec un pansement à la tête. Ils déclarent avoir reçu des coups de pierre au crâne. C'est l'œuvre des forces de l'ordre selon eux, en plus de saccager leurs ordinateurs dans leurs chambres et autres outils de travail. Puis le préjudice, la défense a demandé la réparation et en les dédommageant chacun à 150 000 francs, représentant le prix de l'ordinateur. Le parquet et l'agence judiciaire ont auparavant respectivement requis 3 mois d'emprisonnement ferme à 20 d'entre eux, la relaxe pure et simple pour Moumoudou Anne et Mohamed Diop qui ont eu la malchance de se retrouver sur les lieux des affrontements ce jour. Et le franc symbolique aussi a été demandé par l'agence judiciaire de l'État. Il faut signaler que Sarah, c'est un procès qui tire en longueur. C'est à 15h30 que les prévenus se sont présentés à la barre. Leurs camarades venus les soutenir affichent une détermination à ne pas quitter le palais de justice sans connaître le sort des 22 prévenus. Devant le palais, il y a une forte présence des forces de l'ordre et d'autres en civil à l'intérieur qui infiltrent les étudiants et veillent au grain. Merci beaucoup Hadia Talla en direct du Palais de Justice pour nous. Un procès qui tire donc en longueur et qui se tient sous haute surveillance, Léa, avec un dispositif sécuritaire de nature à émousser l'ardeur des sympathisants mais aussi des curieux qui a été déployé aux abords et devant le Palais de Justice. Tout à fait Sarah, et les quelques étudiants téméraires qui ont voulu s'approcher pour manifester leur soutien à leurs camarades ont été dispersés avec des grenades lacrymogènes. Fatima Taba, Moudou Diop. C'est un dispositif sécuritaire des grands jours qui est observé devant le palais de justice de Dakar. Ce mardi, entrer dans cette institution n'est pas chose facile. Le procès des 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la principale cause de cette situation, leurs camarades qui étaient venus les soutenir ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Un procès qui a failli être renvoyé sur demande de l'agent judiciaire de l'État qui a soutenu n'avoir pas encore étudié le dossier, ce que le pool d'avocats de la défense
violence a refuté, estimant que cet argument n'était pas plausible. Les avocats, composés entre autres de Souleymane Ndéné Ndiaye, maître Demba Ciré Bathily, maître Ali Kane, maître Ali Fall, soutiennent que ces étudiants doivent retrouver les amphithéâtres. Pour rappel, les 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont accusés de rassemblement illicite, de dégradation des biens, de violence, mais également de voies de fait. Et au moment où se tient ce procès, l'université Cheikh Anta Diop renoue avec la tension. Encore une chaude journée sur le campus, Sarah. Tout serait parti d'une marche que les étudiants voulaient faire pacifiquement pour soutenir leurs camarades arrêtés lors des précédentes manifestations. Une marche qui leur a finalement été interdite, ce qui n'a pas été au goût de ces étudiants qui ont riposté. Reportage Salimata Osek, Modou Diop. Encore une journée chaude à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des policiers armés jusqu'aux dents et l'intifada commence. À l'origine de ces échauffourées, les étudiants ont voulu soutenir leurs camarades arrêtés. Des gens qui nous ont empêchés d'arriver au niveau du tribunal. On est en cours de route, ils ont pris des camarades, ils les ont bastonnés. On est revenu au campus. On s'est réunis, on va se réorganiser encore. Ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout. Malgré cette interdiction, ils comptent tout de même user de leur force. Je suis prêt à me sacrifier pour eux. Malgré que tout le monde ne peut pas se sacrifier, mais moi je suis prêt pour me sacrifier pour eux. Parce que ça a toujours été ma vocation. Le président Macky Sall est interpellé sur cette affaire par les étudiants. Nous ne sommes pas venus ici pour être emprisonnés. Je crois qu'ils sont là pour étudier, pour soutenir leurs parents. Bien vrai qu'il y a la violence, avec la violence on s'emporte facilement, mais je veux, avec l'aide de Dieu, qu'ils nous aident. Avec une détermination notoire, ces étudiants ne veulent qu'une chose, la libération immédiate de 22 de leurs camarades arrêtés la semaine dernière lors de violentes manifestations pour réclamer leurs bourses et leurs orientations en master. Et face à cette violence qui s'est emparée du campus universitaire ces derniers jours, le professeur Amsatou Sow Sidibé réagit. Pour le ministre conseiller aux droits humains, il est urgent de réfléchir et d'identifier les causes réelles de cette violence afin d'y apporter des solutions. Le professeur Amsatou Sidibé que nous écoutons au micro de Fatou Conté et de Tierno Laurent Mendy. Elle est récurrente. Moi, je suis professeur d'université. Pendant des décennies, j'étais à l'université et j'ai vécu cette violence. Eh bien, cette violence, je me demande si on a suffisamment réfléchi à ses causes. Il faudrait qu'on réfléchisse à ces causes pour pouvoir y apporter les remèdes idoines. Parce que la violence à l'université, elle est en porte-à-faux avec la devise de nos universités, Lux mea lex, la lumière est ma loi. Là où il y a violence, l'intelligence ne peut pas prospérer, la lumière ne peut pas jaillir. Quand elle avait jailli, eh bien, elle va s'estomper. Voilà donc pourquoi il faut lutter contre ces violences à l'université. En réfléchissant sur les causes, en situant les responsabilités d'où qu'elles viennent pour y apporter des solutions. La violence à l'université, mais aussi au sein de l'arène politique. Une situation qui a fait l'objet d'un symposium sur le thème « La démocratie sénégalaise à l'épreuve de la violence politique ». Un symposium initié par le cadre de recherche et d'action. Cette rencontre première du genre depuis la naissance du comité il y a quelques mois a permis à ses membres de réfléchir sur les causes de cette montée de violence, mais aussi sur les remèdes à y apporter. Un compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Les élections locales se pointent à l'horizon et la violence se fait sentir, même si elle est inhérente à la politique. Le phénomène de la compétition politique et de la compétition électorale qui fait que, même de manière institutionnelle, la violence, elle est là. Pour pallier à ces violences, le cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques au Sénégal a pris les devants, avec l'organisation d'un symposium de 2 jours pour trouver des solutions concrètes à ces violences post-électorales. Que la démocratie, donc dans une démocratie, il n'y a pas de place à la violence et que la violence est toujours symptomatique d'une pathologie. D'où donc l'intitulé bien sûr, la démocratie à l'épreuve
de la violence. Ça nous permet de nous interroger sur les causes de la violence politique au Sénégal. Ces acteurs de la société civile en appellent à une surveillance des hommes politiques, mais aussi mettre en place un code de conduite pendant les élections. Nous allons vers de véritables enjeux, des enjeux de positionnement. Et nous avons affaire à une réforme qui est nouvelle, qui est majeure et stratégique, et qui suscite beaucoup de polémiques, qui suscite beaucoup de passion. Donc ce qui fait qu'effectivement, il faut en appeler à la sérénité de l'ensemble des acteurs. À quelques semaines des élections locales, il devient impérieux de discuter et de trouver un cadre de dialogue afin d'apporter des solutions à ces violences électorales. 108 milliards de francs CFA, c'est le montant de la contribution du Canada pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, un volume d'aide axé autour de 3 thèmes prioritaires: l'éducation des enfants, la sécurité alimentaire, mais aussi et surtout la promotion d'une croissance économique et durable. Le ministre de l'économie et des finances était présent à la revue annuelle conjointe du programme de coopération entre nos deux pays et il revient sur ce partenariat. Amadou Ba, que nous écoutons au micro de Salimata Aoussek. Le volume d'aide du Canada se concentre sur 3 thèmes prioritaires que vous avez rappelés tout à l'heure. Les enfants et les jeunes, la sécurité alimentaire et la promotion d'une croissance économique durable, ainsi bien sûr que des thèmes transversaux tels que la promotion de l'équité de genre, l'environnement et la gouvernance dans toutes ces initiatives. L'évaluation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle fait ressortir que les indicateurs ont atteint des niveaux assez satisfaisants du fait de l'accroissement de l'offre et de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Promouvoir et encourager la production du riz sénégalais, c'est l'objectif du projet Feed the Future mis en œuvre par l'USAID. L'organisation internationale a pour ambition d'aider le gouvernement sénégalais à atteindre ses objectifs d'autosuffisance en riz. Et pour y parvenir, des sites seront aménagés prochainement dans la région de Dakar afin de permettre aux producteurs d'exposer mais aussi de vanter les mérites du riz local. Bintouloum et Modou Diop. Exposition, vente, un mois pour promouvoir le riz local dans la région de Dakar et plus tard atteindre l'autosuffisance. C'est un début, ok. Ça se tiendra donc de la fin pendant tout le mois de juin. Et ensuite, on prendra une pause pour évaluer comment les choses se sont passées. Et il est très possible qu'on reprenne la même activité après l'hivernage. C'est le résultat d'un grand travail de contrôle de qualité au niveau bord-champ par les producteurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de pierre, qu'il n'y a pas d'herbe ou quoi que ce soit. Une campagne de promotion et de commercialisation du riz local dans la région de Dakar. 3 zones sont ciblées. On fait 3 sites. Ça sera Pikine, Guédiawaye et Dakar. Et bien sûr, il va falloir aller à Rufisque. Je pense qu'il faudra même aller jusqu'à Thiès. Il va falloir, enfin, éventuellement développer une tournée. Mais pour le moment, on s'arrête au déclenchement de l'hivernage. Producteurs et riziers apprécient la campagne de promotion du riz local et incitent les initiateurs à l'élargir à l'intérieur du pays. PCE nous accompagne depuis les champs. Ils ont amené le riz parfumé et nous ont fait faire des formations pour maîtriser les méthodes d'agriculture et de transformation. Nous, paysans, nous sommes très contents de ce programme. Juin, ou le mois du riz local à Dakar, producteurs et riziers vont faire découvrir la qualité et les différentes variétés de céréales aux consommateurs grâce à la campagne de l'USAID. Cette campagne de promotion du riz local, une initiative bien appréciée par les consommateurs, Léa. Ces derniers insistent toutefois sur l'accessibilité de la céréale dont le prix doit être inférieur à celui du riz importé. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, au micro de Bintouloum et de Diafaraba. Apprécier la démarche, c'est-à-dire la vente du producteur au consommateur en éliminant les intermédiaires. Ça veut dire que le prix peut être accessible. Mais le problème
pour les consommateurs, c'est surtout le circuit de distribution. Qu'est-ce qui adviendra après? Il faudrait que ce riz local soit concurrentiel. La qualité y est. La densité, la productivité y est. Parce que le rendement à l'hectare, nous trouvons même de 9 tonnes à l'hectare. Mais il faudrait penser à la structure des prix, regarder s'il y a des niches et essayer à ce que le riz soit très accessible pour le consommateur du Sénégalais. Et puis nous vous l'annoncions en titre, élection du secrétaire général du Parti socialiste, Maître Aïssata Tall Sall dénonce des irrégularités dans les processus de vote. Selon l'édile sortant de Podor, le respect du secret de vote a été violé dans certaines communautés. Et autre manquement noté par Aïssata Tall Sall, une commission administrative à Golfe Sud où 202 membres ont voté alors que le règlement intérieur stipule que celle-ci doit être composé de 200 membres. Aïssata Tall Sall faisait face à la presse cet après-midi. Un reportage signé Ibrahim Akan avec un commentaire de Nafissatou Silla. L'élection du secrétaire général du Parti socialiste risque d'être entachée de contestation. À quelques jours du congrès prévu les 6 et 7 juin, Aïssata Tall Sall alerte l'opinion sur des irrégularités qui affectent le processus de vote enclenché depuis le 24 mai. Les listes de CA. Les CA, c'est les commissions administratives qui sont les assemblées générales de notre parti et qui constituent le collège électoral. Donc, dans ces coordinations-là, je dis, les listes de CA n'ont pas été produites, d'où l'impossibilité d'identifier de façon irréfutable l'électeur. Dans d'autres, le secret du vote a été outrancièrement violé par le responsable de la coordination. S'agit-il de sa part d'une méconnaissance des règles ou d'un acte délibéré? Je ne saurais le dire, mais j'en fais le constat. L'adversaire d'Ousmane Tanor Dieng déclare en outre qu'elle s'est vue attribuer un mandataire dans une coordination qu'elle n'a pas choisie et qu'elle ne connaît même pas. Devant ces couacs notés, Maître Sall exhorte le bureau politique à crédibiliser le processus. S'il est certes vrai que ce vote s'organise dans des conditions matérielles imprévues, donc difficiles, il n'en demeure pas moins qu'un minimum de règles de transparence et de respect de nos textes doit être observé. J'en appelle au bureau politique et puis précisément à la Commission nationale de pilotage des renouvellements afin qu'il soit rappelé aux coordinations restant à voter que le processus doit être crédible et crédibilisé. Le vote se poursuit au niveau des différentes commissions administratives qui constituent le collège électoral du Parti socialiste. Le nom du prochain secrétaire général du plus vieux parti devrait être connu au soir du 1er juin. Le focus du jour, à présent, il est consacré à l'hivernage et à son lot de désagréments. L'hivernage, une période que de nombreux Sénégalais guettent la peur au ventre tant les dégâts peuvent être importants. Et s'il y en a bien qui vivent un véritable calvaire à chaque saison des pluies, ce sont bien les habitants du quartier Ouest Foire. Malgré les travaux entamés par l'État depuis quelques mois maintenant, ils continuent de subir les dégâts liés aux inondations et croisent les doigts pour une saison des pluies moins dévastatrice cette année. Bintouloum et Moudou Diop. Si l'hivernage fait le bonheur des paysans, à Ouest Foire, il n'est pas trop attendu. Les eaux de pluie inondent le quartier et bonjour les dégâts. En 2012, on a vécu vraiment un grand calvaire parce que toutes les maisons étaient inondées à Ouest Foire. Donc c'était dû aux calamités de la nature. L'eau entrait dans les maisons et apparemment il y avait beaucoup de dégâts. Même chez nous, l'eau a entré et toutes les maisons ont perdu leur valeur, on peut dire même, parce qu'il y avait beaucoup de dégâts, quoi. Souvent il y a la pluie, tu quittes au boulot, tu ne peux pas rentrer chez toi tôt. Et puis l'eau, ça rentre jusqu'à dans les maisons. C'est ça qui nous garde un peu. Des travaux sont entamés pour éviter les inondations cette année, au grand bonheur des populations. Il avait commencé ces travaux, on avait creusé partout ici. Ils disent que, Inch'Allah, cette année, il n'y aura pas d'inondation, d'après ce qu'ils disent. Cette année-ci, il y aura pas mal d'améliorations, parce que l'État a investi pas mal de milliards pour Ouest Foire. On a fait pas mal de canalisations qui varient, il y a des longueurs de
de 3 mètres, voire 4 mètres de profondeur. Donc nous espérons que cette fois-ci, Ouest Foire dormiront bien. À quelques jours de la période hivernale, les habitants de Ouest Foire espèrent vivre paisiblement la saison des pluies sans avoir à recourir aux motopompes pour assécher leurs concessions. Et puis, aux Maristes, le cauchemar de l'hivernage passé est encore frais dans la mémoire des habitants du quartier. Des habitants prêts à tout pour rester au sec. Pour parer à d'éventuels sinistres, ils se préparent en conséquence et sollicitent l'aide des autorités. Un reportage signé Salimata Osek et Maud Diop. Des canalisations, des pompes à eau, des gravats. À Anne-Belair, les stigmates de l'hivernage passé sont toujours visibles. On ne peut même plus se déplacer pendant l'hivernage, sans compter les moustiques, qui nous aident un peu. On ne veut vraiment plus vivre ce même calvaire. On commence à s'inquiéter. Pendant l'hivernage, les eaux de pluie atteignent un niveau incommensurable. Pour cette année, ils se sont bien préparés. Ici à Anne-Maris, il y a beaucoup d'eau avec ce lac, tu n'imagines même pas. Pour cette année, avec les travaux, on espère que ça ne va pas se reproduire. Les ouvriers trouvés sur place rassurent, tout est fin prêt. Les eaux de pluie pourront être maîtrisées. L'ONAS est à pied d'œuvre pour évacuer ces eaux. Vraiment, on a bon espoir que l'inondation de l'année dernière ne se répète pas. Les premières pluies sont tombées à Dakar. Beaucoup de quartiers, à l'instar des Maristes, ne dorment plus. Ils interpellent les autorités. Selon eux, l'expérience de l'année dernière est toujours une plaie béante. Et même si la capitale sénégalaise a enregistré ses premières pluies, il faudra patience aux vendeurs de parapluies, de tenues imperméables et de gravats pour faire recette. Les Sénégalais attendent généralement le plein hivernage pour s'approvisionner. Aminata Mbaresso, Mondou Diop. Dans sa quincaillerie à Ouest Foire, Fallou vend divers produits, parmi lesquels ces tenues en imperméable très utilisées en période de pluie. Mais à quelques jours de l'hivernage, les clients se font désirer. La plupart de mes clients attendent les fortes pluies pour venir acheter les tenues en imperméable. La tenue coûte 5 000 francs alors que le mètre de toile est vendu à 300 francs. Dans ce site de vente de sable et de gravats, le même constat. Ceux qui viennent demander des gravats, ce sont des gens qui ont des constructions à faire. Il m'arrive également d'être sollicité pour réfectionner des routes défectueuses. Mais pour le moment, je fais des affaires quand il y a inondation. Il arrive même qu'il y ait pénurie. Les vendeurs de parapluies, eux, sont introuvables dans la capitale sénégalaise. Le commerce des imperméables et autres tenues prospère à la tombée des premières pluies de la vie de certains. À présent, cette information qui vient de nous parvenir depuis le palais de justice où se trouve notre reporter. Le procès des étudiants est terminé et ces étudiants seront fixés sur leur sort demain lors du délibéré. 134e édition de l'appel de Mame Lima Moulaye. Le groupe Futur Média entend s'investir pour une bonne couverture médiatique. Tout le matériel nécessaire va être mobilisé pour un bon déroulement de l'événement. Et sur ce, je vous propose d'écouter Mamadou Ibra Kane, directeur général de GFM. La mobilisation de l'ensemble du personnel du groupe Futur Média, de l'ensemble des supports du groupe, la télévision, la radio, le journal et le site, pour assurer une couverture dense et mémorable, si j'ose dire, de cet événement ô combien important pour la Oumma islamique de manière générale et plus particulièrement pour la communauté laïque. Nous avons l'habitude de venir, mais nous nous disons toujours que nous pouvons faire plus et mieux. Cette année, nous serons encore plus déterminés, plus engagés à assurer une couverture
médiatique de succès de l'événement. Mamadou Ibra Kane à la tête de la délégation du groupe Futur Média qui a remis à la famille religieuse un important lot d'eau minérale pour l'appel, l'organisation de l'appel. Tout à fait, Sarah. Et cette initiative du groupe Futur Média est bien reçue par la famille Layène. Pour les organisateurs de cette édition, ce sera un succès assuré. Elle félicite le groupe pour son engagement et sa position de leader dans des manifestations pareilles. Nous écoutons le président du groupement central des Layènes au micro de Mor Harma. Reçu un lot important, comme il le disait tout à l'heure, teranga du tuti ci wolof. Nous avons beaucoup apprécié le geste, mais au-delà du geste, ce que nous sentons, c'est qu'il y a un engagement, une grande motivation d'une équipe qui aujourd'hui est au niveau donc du train qui entraîne tous les médias. Et le groupe Futur Média est un des groupes les plus importants de notre pays. Être présent dans un événement comme ça pour un groupe comme TFM nous rassure. Et je pense que tout ce qui a été retenu, toutes les mesures, toutes les dispositions qui vont être prises par vous. Du football pour ouvrir cette page des sports, le Jaraaf de Dakar a remporté le match des extrêmes en battant Yego sur le score de 1-0, une victoire qui permet aux leaders de garder ses distances avec l'AS Pikine. Nous écoutons l'entraîneur de Jaraaf, Abdoulaye Sarr, il est au micro de Younous Diatta. Très regroupé avec une défense renforcée, pour essayer de l'écarter, c'est toujours difficile. Parce qu'en voulant faire le jeu, et aussi préserver ses bases, ce n'est pas toujours donné. Et nous avions cette double tâche aujourd'hui. Préserver nos camps et essayer de mettre un but pour maintenir aussi notre écart vis-à-vis de nos poursuivants. Je crois que la mi-temps pouvait quand même récompenser Yego, il faut le dire. Mais en deuxième mi-temps, je crois, après les correctifs et les réglages, on a dit à nos joueurs mettez encore plus de vitesse et de technique. Football à présent et cette fois pour parler de la Coupe du Monde. À l'image des équipes africaines, les autres pays qualifiés pour la Coupe du Monde sont en phase de préparation. La Belgique s'est illustrée en match amical, mais au Brésil où la Coupe du Monde doit se disputer, les manifestations dans la rue prennent de l'ampleur. Abdou Aziz Khan. La Belgique confirme qu'elle sera bel et bien l'une des équipes à suivre lors du Mondial 2014. Les Diables Rouges ont étrié le Luxembourg en match amical sur le score de 5-1. Même si l'adversaire était d'un calibre modeste, les Belges qui ont terminé leader de leur groupe de qualification devant notamment la Croatie font partie des attractions du mondial du fait de la qualité de leur effectif qui compose des noms ronflants comme Eden Hazard, Romelu Lukaku, Marwan Fellaini ou encore Vincent Kompany. Face au Luxembourg, Lukaku s'est illustré en inscrivant un triplé. Les deux autres buteurs sont Kevin De Bruyne et Nasser Chadli. La Croatie devra faire le mondial sans l'un de ses maîtres à jouer, Nico Krankiar, le milieu de terrain des Queen's Park Rangers qui a passé une IRM, souffre d'une rupture de muscle à la cuisse gauche. Au Brésil, les manifestations ne baissent pas d'intensité et cette fois, ce sont les joueurs de la Seleção qui en ont fait les frais. Le bus de l'équipe nationale a été squatté par des professeurs qui manifestaient avec des slogans du genre « Un éducateur est plus important que Neymar » ou encore « La Coupe du Monde n'aura pas lieu ». À 16 jours du début du mondial, la tension est à son paroxysme. Nous parlons toujours de la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, nous nous intéressons aux équipes africaines qualifiées pour la World Cup. Elles sont en pleine phase de préparation, ces équipes. Le Cameroun a battu hier la Macédoine en match amical, alors que le Ghana a entamé son stage de préparation. Et je vous propose de suivre tout cela avec Abdoulaziz Khan. Le Cameroun a bien entamé sa préparation pour la Coupe du Monde. Les Lions indomptables ont remporté leur premier match amical en dominant la Macédoine sur le score de 2-0. C'est Achille Webo qui ouvre le score sur cette reprise acrobatique. L'attaquant des indomptables se blesse même à l'épaule après avoir réalisé ce geste somptueux. Eric Choupo-Moting donnera plus d'ampleur à la victoire camerounaise. Les Lions indomptables sont logés dans la poule A et affronteront tour à tour le Mexique, la Croatie et le Brésil. Le Ghana de son côté a entamé son stage de préparation. Les Black Stars, quart de finalistes
en 2010, espère faire aussi bien au Brésil, mais ce ne sera pas chose aisée avec des adversaires comme l'Allemagne, le Portugal et les États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h avec Ibrahim Akan. Après ce journal à 21h, vous retrouverez Raj Mustafa Gay et Mati dans l'œil du tigre. Et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur TFM. À demain.